une culture, une éducation aux droits de l'homme, certes, mais encore et surtout des instruments et mécanismes de protection des droits de l'homme. Dans le cadre de la protection internationale des droits de l'homme, par exemple, nous pouvons citer l'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu, exilé. Le groupe de travail sur la détention arbitraire, ce groupe composé de 5 experts, ce groupe de travail qui a été créé en 1991 et qui a donné mandat et qui a reçu mandat de dire si une détention est arbitraire ou non, peut-il constituer un mécanisme efficace de protection internationale des droits de l'homme? Est-il une simple expression politique du Conseil des droits de l'homme ou une manifestation concrète et juridique de l'Assemblée générale des Nations unies? Ainsi, poser véritablement le problème, quelle est la place du groupe de travail sur la détention arbitraire? Les avis du groupe de travail ont-ils une force juridique obligatoire? Font-ils partie des sources internationales? Font-ils partie des sources du droit international des droits de l'homme? Si l'on considère que la Cour européenne des droits de l'homme récemment a déclaré un recours irrecevable parce que le groupe de travail avait été déjà saisi et émis un avis. Je rappelle que le groupe de travail se base sur les sources fondamentales, plus précisément sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, sur les pactes. Et je veux parler du pacte relatif aux droits civils et politiques. Est-ce qu'on doit, en se basant surtout sur le fait que le Comité des droits de l'homme et le groupe de travail sont mis ensemble pour poser la règle non bis in idem, est-ce qu'on devrait en déduire que l'autorité de la chose jugée, que l'on devrait attribuer au groupe de travail? Je vous l'avais dit, il faut rendre à César ce qui est à César. Nous nous sommes connus à la faculté de droit. Je vais me vanter un tout petit peu à ses côtés, puisque j'ai été reçu au concours de la plaidoirie. J'étais étudiant et il était mon jeune frère. Nous nous sommes suivis. Et d'ailleurs, il est venu premier dans le cadre de ce concours. C'est à cette époque que j'ai eu la chance de découvrir Gorée et de bénéficier d'un abonnement. À l'époque, nous étions des étudiants et par la suite, chemin faisant, nous nous sommes retrouvés à l'issue des droits de l'homme et de la paix et il intervient pour enseigner le droit pénal international. Il est docteur pour conducteur parce qu'il a soutenu une très très belle thèse et une grande thèse sur la politique juridique de l'ONU. Il a obtenu son CAPA, certificat d'aptitude à la profession d'avocat, à l'école du barreau de Paris. Il est donc avocat au barreau de Paris, fondateur d'un cabinet d'avocats sur l'avenue Fredland dans le 8e arrondissement. Et je voulais vous parler un tout petit peu de sa dimension scientifique avant de revenir sur son expérience dans le domaine des droits humains. Puisque je parlais des dimensions scientifiques, il est co-auteur de 2 ouvrages, Terrorisme d'abord, Terrorisme et droit international, publié par l'Académie de la Haye en 2007. Et justement, en 2007, il a été un expert indépendant pour la France en Asie du Sud-Ouest, dans le cadre de la résolution 1540. Autre ouvrage collectif, ouvrage auquel il a participé largement, c'est Commentaires du statut de Rome, instituant la Cour pénale internationale, publié en septembre 2012, et marqué par le prix de l'Académie des sciences morales et des sciences morales et politiques à Paris. Je voudrais terminer par son expérience dans le domaine des droits humains. Ce jeune, mais grand spécialiste du droit international des droits de l'homme, certifié par l'Académie de la Haye, attesté par le Haut Commissariat des Nations Unies, reconnu par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Mesdames, Messieurs,
je voulais vous parler de Maître Abdoulaye Tine. Et à qui j'ai l'honneur de donner la parole tout en attirant votre attention qu'à gauche, à côté de lui, il y a mon collègue, professeur, et disons aussi son Excellence, candidat à la présidence au Congo, que je salue au passage. Merci, chers confrères et collègues. Permettez-moi d'abord d'adresser mes vifs remerciements à la salle qui nous a fait l'amitié d'être là cet après-midi, malgré le fait que c'est un samedi, un jour de congé. Mais vous l'aurez senti dans le propos de mon excellent confrère Samba Thiam, on parle de la justice, on parle des droits de l'homme, des droits qui sont applicables à tout homme, en toutes circonstances et en tout lieu, quoi qu'on ait dit et quoi qu'on ait fait. Il l'a rappelé, une injustice faite à un homme est une menace adressée à tout le monde. Il est donc de la responsabilité de tous et de chacun de se mobiliser et de faire de sorte que ce qui est juste soit fort. Comme disait Blaise Pascal, la justice sans la force, elle est impuissante. Mais la force sans la justice, elle n'est que tyrannie. Donc il est de l'obligation, du devoir de chaque citoyen dans la cité d'œuvrer, de faire de sorte que ce qui est juste soit fort et ce qui est fort soit juste. Ceci étant bien sûr, c'est tout le sens de l'évolution qu'on a notée au niveau du droit international des droits de l'homme. Il a rappelé que le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire est une création onusienne, mais une création qui émane d'un organe. L'organe, c'est l'Assemblée générale des Nations Unies. Pour rappel, les Nations Unies ont les organes principaux. Ces organes, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a une compétence exclusive pour tout ce qui concerne la paix et la sécurité internationale. Mais à côté, bien sûr, il y a un autre organe qui s'appelle l'Assemblée générale des Nations Unies, où tous les États siègent de manière plénière et chaque État a une voix. Et cet organe, bien sûr, a une compétence large dans tous les domaines de la vie. C'est cet organe qui a institué d'abord la Commission des droits de l'homme. Et la Commission des droits de l'homme a donné mandat pour créer effectivement le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire. Pourquoi avoir créé un groupe de travail sur la détention arbitraire? Je pense effectivement que les Nations Unies sont parties d'un constat. C'est vrai, si dans la période d'après-guerre, nous avons noté une évolution progressive, une montée en puissance du droit international des droits de l'homme, avec l'irruption de l'individu sur la scène internationale qui, auparavant, ne pouvaient avoir le droit de contact avec une organisation internationale que par le truchement de son État dont il a la nationalité, désormais avec des procédures semblables à la procédure qu'on a au niveau du groupe de travail, là où vous vous situez, lorsque vous estimez dans votre propre État que les droits internationaux des droits de l'homme n'est pas respecté, vous avez la possibilité, sans informer votre propre État, de saisir directement, bien sûr, le groupe de travail, sans intermédiaire. Je vous rappelle que pour saisir le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, on n'a pas besoin du ministère d'avocats et que le mode de saisine, c'est un mode de saisine très démocratique, ouvert. L'individu qui estime effectivement qu'il est arbitrairement détenu peut directement, bien sûr, s'en ouvrir au groupe de travail. Il peut aussi demander à ses proches de le faire, mais même les individus ou les ONG peuvent alerter. Encore mieux, l'autre avancée qu'on a au niveau des institutions, bien sûr, c'est que l'institution de son propre chef peut le faire. Donc c'est une avancée. Ça repose sur une philosophie qui constitue en soi une évolution remarquable au niveau de la société internationale. On se rappelle de l'Habeas Corpus, en
1779 en Angleterre, avant même la Déclaration universelle des droits de l'homme ici en France, ça a été quelque chose de précurseur. C'est-à-dire le fait d'imposer à la royauté que vous êtes un corps. Nul ne peut s'en approprier sans le contrôle d'un juge. Et quand on parle du contrôle d'un juge, c'est qu'il doit contrôler la légalité de cette détention ou de cette arrestation qui doit être fondée sur des motifs valablement reconnus. Donc, le mécanisme en tant que tel fait que, pour la première fois, on assiste à l'émergence dans la société internationale d'un habeas corpus international. C'est-à-dire lorsque dans votre propre État, les juridictions n'ont plus la crédibilité, n'ont pas l'impartialité de faire le travail d'une vraie justice, donc vous pouvez effectivement court-circuiter votre État, demander effectivement qu'on juge ailleurs la conformité. Donc c'est une vraie avancée. Cette avancée en soi est donc palpable au niveau du mandat du groupe de travail. Parce que le groupe de travail, comme toute activité humaine, a des méthodes de travail donc, qui se déroulent selon des règles de procédure